On va terminer cette partie sur deux petits exemples pratiques pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer les principes généraux qu'on vient de voir dans des cas pratiques. Alors le premier, c'est une perle qu'on va mettre sur un cercle vertical qui peut coulisser le long du cercle vertical sans qu'il y ait le moindre frottement. C'est ce qui va se rapprocher le plus de notre pendule simple tout en n'ayant pas le problème de la tension du fil et du fil qui, quand vous le mettez ici, pourrait être détendu et ferait une chute directe. Donc vous prenez la perle, vous la mettez sur votre cercle et elle peut se déplacer sans qu'il y ait absolument aucun frottement dans votre système. Alors, le système, toujours pareil, dans un exercice de mécanique, on commence par spécifier le système. Le système, c'est la masse petit m. Le référentiel, ça va être le référentiel terrestre du laboratoire supposé galiléen, parce qu'on ne va pas faire évoluer cette perle sur 24 heures. Et au niveau de l'inventaire, vous allez avoir deux forces en présence. Bien sûr, le poids de la perle qui va gentiment être vertical, comme ça. Et vous avez quand même que la perle s'appuie sur le cercle et donc il y a une réaction. Et cette réaction, on l'appelle la réaction normale, parce qu'elle est perpendiculaire étant donné qu'il n'y a pas de frottement. Voilà, vous avez le N. En gros, dans les lois de Coulomb, vous avez juste la composante qui est perpendiculaire au support. Or, le support étant comme ça, la composante qui lui est perpendiculaire est là. Alors, elle pourrait être perpendiculaire dans n'importe quelle direction. Elle n'a pas forcément besoin d'être dans le plan. Mais si elle était hors de ce plan, étant donné qu'il n'y a pas d'autre force hors de ce plan, c'est que forcément, elle déplacerait la perle en dehors du plan. Or, de manière évidente, si votre perle est astreinte à se déplacer le long du cercle, c'est qu'elle doit rester dans le plan. Et donc, toutes les forces qui s'exercent sur elle, s'il n'y en a qu'une seule qui peut sortir du plan, celle qui sort du plan est forcément nulle. Bon, dans ces forces-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà que votre vitesse, on va bientôt, bien sûr, se placer en coordonnées polaires, puisque vous avez un système circulaire. Alors, les coordonnées polaires ne vont pas être de centre O, mais de centre C. Et dans ces coordonnées polaires, vous avez ER qui va être comme ça, vous avez Eθ qui va être à la perpendiculaire et qui va indiquer dans quel sens on compte les θ positifs. Vous avez le vecteur vitesse qui est orthoradial, puisque votre vecteur vitesse, comme vous êtes sur un cercle, le caractère en R.ER disparaît, il n'y a que du Rθ point selon Eθ. Donc là, j'imagine que la perle est en train de retomber dans cette direction-là pour faire mon dessin. Et ce qui est important là-dedans, c'est que comme cette réaction elle est normale, elle est du coup radiale selon ER et forcément perpendiculaire à cette vitesse V. Donc elle ne travaille pas puisque le produit scalaire avec la vitesse est nul parce qu'elle est orthogonale au mouvement. Donc ça c'est le premier point, vous avez deux forces dont une qui ne travaille pas. C'est assez sympathique d'un point de vue énergétique, il suffit de déterminer l'autre force et pour avoir l'autre forme, l'énergie potentielle qui va du coup être égale à l'énergie juste potentielle de pesanteur, si on met notre axe des Z vers le haut, mais en mettant le centre tout en bas ici, elle va s'écrire mgz avec plus mgz, plus vous montez, plus potentiellement vous avez de l'énergie à convertir en énergie cinétique en cas de chute. Donc, reste juste à savoir ce que vaut le Z dans ces conditions-là. Je peux peut-être faire un dessin légèrement plus grand. Vous avez le O qui est ici, vous avez le centre C qui est là, vous avez, quand vous vous baladez sur votre cercle, un machin qui fait comme ça, vous avez le point M qui est là, hop, et moi ce qui m'intéresse, c'est cette valeur-là, Z, il est ici. Or, pour avoir Z, moi tout ce que je connais, c'est la distance de O à C, la distance de O à C
c'est R. La distance R, je la retrouve au niveau de la distance de C à M. Et ce que je veux, sachant que θ est ici, c'est cette distance-là. Et cette distance-là, ce qui me reste, c'est le côté adjacent à l'angle θ. C'est donc l'hypoténuse fois le cosinus θ. Plus exactement, le rapport de ce côté-là sur l'hypoténuse R doit me donner cos θ. Et donc, j'ai forcément que cette valeur-là, c'est R cosinus θ, plus petit que R, et côté adjacent, donc il fait intervenir le cosinus. Résultat, pour avoir Z, c'est la différence entre la valeur R et la valeur R cos θ, d'où Z doit être égal à R, auquel je soustrais ce R cos θ. Donc il peut s'écrire R facteur de 1 moins cosinus θ. J'ai bien que si θ égale 0, cos θ est égal à 1, 1 moins 1, ça fait 0, je suis en Z égale 0 parce que je suis à l'origine des coordonnées. Si θ est égal à pi sur 2, c'est-à-dire que si je suis à l'horizontale ici, j'ai une altitude, ma cosinus de pi sur 2, ça fait 0, j'ai une altitude de R, et ça correspond bien à l'altitude du point C qui est à la même hauteur que le point M quand il est avec un θ de pi sur 2. Dernière vérification, si θ égale pi, c'est-à-dire que si je suis tout en haut, là, je dois être à une altitude de 2R, 1 moins cosinus de pi, ça fait 1 moins 1, donc 1 plus 2, qui me donne bien 2R d'altitude. Ça, c'est juste pour les vérifications, en plus c'est bien homogène, j'ai bien Z qui est une distance, R fois un truc sans dimension. Et donc, si je le remplace, j'ai du mgr facteur de 1 moins cosinus θ. Voilà pour mon énergie potentielle. Et maintenant, il ne reste plus qu'à essayer de décrire ce qui se passe en termes justement d'énergie potentielle. Donc si je fais la représentation de l'énergie potentielle, on va peut-être mettre le 0 ici, en fonction de θ, donc là j'ai l'énergie potentielle de θ, il va se passer des choses particulières. Donc en Z, en θ égale 0, on a dit que Gz égale 0, donc mgz il vaut 0. Quand je suis en pi sur 2, il y a quelque chose. Quand je suis en pi de l'autre côté, là, et puis il va y avoir en moins pi sur 2, et en moins pi qui va être quelque part par là. Je dois avoir un cosinus, donc une fonction sinusoïdale, qui arrive, donc là on va prendre en fait le milieu, hop, on va avoir un truc comme ça, il atteint son maximum quand il est en pi, et puis ça redescend, et ça me fait un cosinus qui va dans l'autre sens, et hop, et donc faut imaginer les cosinus qui se baladent à droite et à gauche, puisque là, pour toutes les valeurs de θ, il va y avoir des valeurs d'énergie potentielle partout. Alors, plusieurs comportements peuvent maintenant apparaître. Selon la valeur de l'énergie mécanique, si j'ai un EM1 qui est ici, un EM2 qui est là, et puis un EM3 qui soit encore au-dessus, là. Qu'est-ce que je peux en déduire sur le comportement global de mon système? Eh bien, quand je suis à l'énergie mécanique 1, et donc pour EM1 et EM2, on a ce qu'on appelle des états liés. On a des états liés. On est coincé dans la cuvette qui est ici pour EM2, ou alors dans celle-là pour EM1. On n'a pas le droit d'aller à l'extérieur. Vous voyez, cette zone-là est interdite. De la même manière, pour la partie violette, la zone qui est ici est interdite. Donc, on a des états liés avec une évolution qui va être périodique entre les deux, donc avec des oscillations périodiques, mais pas forcément harmoniques.
ou du moins pas partout. Entre deux valeurs extrêmes de θ. En revanche, si on regarde pour l'énergie mécanique EM3, en rouge, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune intersection avec avec la courbe en énergie potentielle. Ça veut dire aucun endroit où θ point peut devenir nul, et donc on peut avoir un retour en arrière avec un changement de signe de la vitesse à cet endroit-là. Donc pour EM3, on a un état de diffusion. Alors c'est un état de diffusion un tout petit peu particulier, puisque c'est un état de diffusion en angle. L'angle continue à évoluer, supposons que θ point soit positif, eh bien θ augmente et continue d'augmenter, alors il augmente plus ou moins vite. Quand vous êtes ici, vous avez beaucoup d'énergie cinétique, ça veut dire que l'angle augmente rapidement. Quand vous êtes là, vous avez peu d'énergie cinétique, donc l'angle augmente doucement, mais il continue d'augmenter et il peut atteindre l'infini. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire que l'angle augmente? Ça veut dire qu'on continue à tourner et le mobile lui-même ne va pas atteindre l'infini en l'espace. Il va simplement continuer tout le temps à tourner autour et jamais faire des allers-retours pour revenir sur ses pas. Donc, on a un état de diffusion, l'angle ne cesse d'augmenter ou de diminuer, ça dépend dans quel sens vous l'avez lancé, et ça veut dire que le mobile tourne constamment dans le même sens sur son cercle. Il ne s'arrête jamais et continue à tourner constamment dans le même sens. Alors si on regarde la représentation en 3 dimensions, vous voyez dessus une belle cuvette au centre, et dans cette cuvette vous avez la cuvette attractrice au départ, avec la position d'équilibre stable qui est en bas. On se doute bien que si on met la perle tout en bas, elle va juste y rester. Si vous mettez la perle à n'importe quel autre endroit sur les côtés, elle va tomber. Que vous le mettiez au-delà de pi sur 2 ou en dessous de pi sur 2, à chaque fois elle va tomber sans vitesse initiale et puis elle va tomber. Après, si vous lui donnez de la vitesse, ça veut dire que vous êtes donné une énergie mécanique suffisante. Vous pouvez arriver dans le cas EM3 si vous voulez. D'ailleurs, c'est la seule manière d'atteindre EM3, c'est de prendre la bille et puis hop, de l'envoyer avec une vitesse suffisante pour avoir que l'énergie cinétique de départ soit suffisamment grande pour être au-dessus de ce 2 mgr. Et donc ça vous permet de voir la cuvette. Dans le portrait de phase correspondant, vous retrouvez l'œil de Sauron qu'on a déjà décrit dans le pendule, puisque là c'est un vrai système où on a exactement les mêmes caractéristiques que le pendule, tout en restant systématiquement bien sur le cercle par construction. Donc on a notre œil de Sauron qui se redessine quand on regarde le portrait de phase et les différentes vallées. Et puis vous avez une vallée là, vous avez une vallée à droite, une vallée à gauche, et puis ça se répète tous les 2 pi. Vous avez une vallée avec une position d'équilibre. Dernière chose, la position en pi ici ou en moins pi de l'autre côté, puisque c'est 2 pi périodiques, va être une position d'équilibre instable. Vous avez un maximum. Vous savez que si vous posez la bille pile dessus, vous pouvez avoir le poids vers le bas, la réaction normale vers le haut, et jusque-là, tout va bien. Si vous déplacez légèrement d'un côté, votre réaction normale ne va être légèrement pas selon la perpendiculaire, selon la verticale, et donc votre résultante va être légèrement vers la droite ou légèrement vers la gauche, selon le côté dans lequel vous êtes parti, ce qui va vous donner un départ, et puis vous allez avoir une oscillation qui va avoir tendance à partir de l'autre côté. On a aussi une petite animation pour laquelle on peut vérifier les déplacements, et puis on peut s'amuser maintenant à rajouter des frottements dans votre système
pour voir ce qui va se passer. Et puis quand vous rajoutez des frottements, ça revient à se dire j'ai mon énergie mécanique qui diminue au cours du temps, et donc quand vous vous déplacez, vous allez suivre et à chaque fois vous arrêter à l'endroit de l'intersection avec de la courbe avec l'énergie mécanique actuelle, instantanée, et l'énergie potentielle, ce qui vous permet de faire, de visualiser ces évolutions et de traiter, même dans un cas non conservatif, en utilisant le cadre d'étude que vous avez utilisé pour les cadres conservatifs. Et vous voyez que dans tous les cas, vous allez avoir convergence de vos trajectoires de phase vers la position d'équilibre. Donc dans le portrait de phase, vous allez avoir des spirales qui spiralent vers la position d'équilibre.